Bonjour à celles et ceux que j'ai pas vus. Merci aux deux interventions précédentes qui ont été précieuses. Je vais dire un mot évidemment sur ce que tu as évoqué, la question de l'utilisation, si on peut parler encore de justice, en tout cas de la détention administrative que fait aujourd'hui l'État israélien sur les prisonniers palestiniens. Parce qu'en France, on a un exemple assez illustre qui est Salah Hamouri, et j'en dirai un mot tout à l'heure, mais Miguel a dit quelque chose de très intéressant. Tout ce qui se passe aujourd'hui, à la fois en Ukraine, en Palestine, au Congo, dans tout le Moyen-Orient, notamment sur la question des Kurdes, avec la répression d'Erdogan, s'inscrit dans un schéma global qui vise à revisiter les équilibres du monde, et aujourd'hui un capitalisme qui est en fin de vie et qui essaye de se régénérer. Et la France est un des exemples de cette régénération, puisque on a depuis 2017 un pouvoir politique qui prépare l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite, qui prépare l'arrivée au pouvoir de Marine Le Pen si elle n'est pas déclarée inéligible, ou en tout cas de Jordan Bardella qui sera le candidat si elle ne peut pas se présenter, et qui, moi je suis parlementaire depuis 3 ans, qui n'a fait que mettre dans le débat public les thèmes, les idées, les propositions et les slogans de l'extrême droite, la plus horrible possible. Mon première grande loi, ça a été la loi dite immigration, où on a quand même eu un gouvernement qui s'est présenté comme un gouvernement républicain, faire voter une loi qui reprenait des programmes et des pans entiers de l'idéologie de Jean-Marie Le Pen. On a un gouvernement qui aujourd'hui passe ses journées, j'en ai dit un mot tout à l'heure, à stigmatiser les musulmans, à penser que le voile dans le sport serait le problème majoritaire du pays, qui passe ses journées à stigmatiser une partie de nos compatriotes parce qu'ils n'auraient pas la bonne couleur de peau, ils n'auraient pas la bonne religion et ils seraient responsables de la misère du monde. On a un gouvernement qui accepte de participer à des réunions publiques. C'était le cas il y a quelques jours à Paris, dans ce qui s'est tenu un meeting de la honte, où on a eu au même endroit, au même moment, Manuel Valls, Bruno Retailleau, qui sont venus faire l'apologie du génocide à Gaza, stigmatiser les musulmans, stigmatiser les étrangers de ce pays, pour faire en sorte qu'il y ait une convergence entre les forces de l'argent, entre les forces les plus réactionnaires, pour construire un projet qui serait au service uniquement d'une minorité, parce que c'est bien qu'il y ait capitalisme dans le thème aujourd'hui, parce qu'on passe souvent sous silence que l'extrême droite, elle est ultra-libérale, elle est au service du système. Et si le système ne l'attaque pas aujourd'hui, lui laisse dérouler son tapis rouge, c'est qu'elle conforte les principes du système. Et d'ailleurs, quand on étudie en détail les votes aujourd'hui du Rassemblement national dans l'hémicycle, quand on propose de taxer les super-profits, les dividendes, de créer un ISF, d'augmenter les salaires, de faire en sorte qu'il y ait une meilleure protection sociale, ces gens votent toujours contre et permettent aux forces de l'argent de se maintenir. À tel point que ces derniers jours, Vincent Bolloré, on ne le présente plus, il a clairement dévoilé son projet politique, mais Bernard Arnault, qui est le plus grand patron français, est sorti du bois pour saluer la victoire de Donald Trump et s'est dit qu'il n'était pas défavorable aux idées de Marine Le Pen et de Jordan Bardella. Et je vous invite à lire le livre qu'a écrit Yohan Chapoutot, que j'étais en train de terminer en venant à Madrid, qui explique le processus et les similarités qu'il y a eu avec la prise de pouvoir par les nazis en Allemagne, où on a eu au même moment une concentration des forces médiatiques, des forces dirigeantes qui se sont mis au service d'une idéologie parce qu'ils pensaient que cette idéologie allait continuer à faire vivre leurs intérêts, qu'ils allaient continuer à pouvoir s'enrichir, continuer à être des capitalistes, peu importe que des millions de gens soient massacrés, peu importe que des gens disparaissent, que des gens soient torturés, du moment que leurs petits intérêts étaient privilégiés, ils continuaient à soutenir cette idéologie, et c'est exactement ce qui est aujourd'hui en train de se passer en France. Et évidemment, ça a été dit, mais la situation française, elle s'inscrit dans un contexte européen, international, où on a une internationale fasciste qui, elle, s'organise. L'Espagne a été le territoire d'un congrès des patriotes européens, où on a vu venir des dirigeants du gouvernement israélien, aux côtés de forces qui sont profondément antisémites, avec un gouvernement israélien à la tribune. C'est absolument hallucinant. Je vais en dire un mot après sur le renversement aujourd'hui des valeurs, et sur le fait que finalement l'extrême droite se présente en première ligne pour être soi-disant celles et ceux qui défendent l'État israélien. Au final, c'est simplement une position pour assouvir l'enfantasme raciste et s'en prendre aux musulmans et aux Palestiniens. C'est ça la réalité de l'extrême droite française et européenne. Et si Orban, si Meloni, si Le Pen, si Milei en Argentine se précipitent aux côtés de Netanyahou, c'est pas parce qu'ils ont un intérêt particulier à défendre l'État israélien, c'est pas parce qu'ils adorent le peuple israélien, c'est parce qu'au travers de la défense du peuple israélien,
ils assouvissent leur désir de s'en prendre à des musulmans et à des arabes. C'est ça qui aujourd'hui fait le lien entre l'extrême droite fasciste européenne. Et puis oui, on a un basculement parce que on est en train d'opérer un nouveau système qui, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, était loin d'être parfait, mais c'était construit sur le droit international, sur l'ONU, sur la question des droits humains, sur la question qu'il fallait discuter entre États avant de livrer des guerres. Un système certes imparfait, mais qui avait permis d'éviter qu'il y ait des guerres. Et aujourd'hui, le symbole de ce que fait l'État israélien, c'est-à-dire, c'est pas nouveau, c'est pas depuis le 7 octobre, mais depuis le 7 octobre, ça a pris une autre puissance, c'est-à-dire piétiner le droit international, piétiner les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU, n'avoir que faire des prises de position de l'ensemble des dirigeants, y compris quand Biden a un peu élevé la voix, et on a dû attendre quand même qu'il y ait des dizaines de milliers de morts pour que Biden ose un peu élever la voix. Même ça, l'État israélien aujourd'hui ne l'a pas respecté. Et le statut du deux poids deux mesures qu'on opère est absolument sidérant. Moi, je suis dans un pays où j'ai souvent eu honte des positions de mon gouvernement français, qui a pris beaucoup de mesures et des sanctions contre les oligarques russes suite à l'agression de la Russie contre l'Ukraine. Et il fallait sanctionner évidemment les responsables de l'attaque russe, mais qui n'ont pas eu le courage de faire un embargo militaire sur les armes à destination d'Israël, qui n'ont pas pris une seule sanction économique. Pas une seule sanction diplomatique. L'ambassadeur israélien a été convoqué une fois par le Quai d'Orsay. Une fois depuis le 7 octobre. Il n'a même pas été convoqué au moment où des policiers français avaient été arrêtés à Jérusalem parce qu'ils n'avaient pas la couleur de peau qu'Israël les avait pris pour des musulmans. Même là, il n'a pas été convoqué. Il n'a pas été convoqué il y a quelques jours quand, en 10 minutes, l'État israélien a assassiné 1000 Palestiniens en une seule nuit. Le gouvernement français n'a pas été capable de faire une minute de silence à l'Assemblée nationale pour les salariés de l'Institut français de Gaza qui sont décédés sous les bombes israéliennes. Nous avons demandé avec le groupe parlementaire une minute de silence, comme ça avait été fait pour les victimes israéliennes, ça a été refusé par la présidence de l'Assemblée nationale. Même refus pour les victimes au Liban. Même refus pour l'ensemble des victimes des conflits que la France et l'Union européenne considèrent comme des conflits de seconde zone, comme si les victimes n'étaient pas des victimes qui méritaient d'avoir un hommage et que la France prenne des positions courageuses. Hier, avant-hier, nous avons déposé une proposition de résolution sur ce qui se passe aussi en République démocratique du Congo, qui s'inscrit là aussi dans un nouvel équilibre du monde. Cette guerre-là, elle repose sur la question de l'accaparement des richesses. Parce que le sous-sol de la République démocratique du Congo est un des sous-sols les plus riches en minerais. Et il y a une offensive qui est menée par le gouvernement rwandais avec des milices du M23. Et là aussi, la France est en train de regarder ailleurs. La France refuse aujourd'hui de prendre des sanctions. La France refuse de décréter un embargo sur les minerais. Quand on sait que si on prend le cobalt, 90% des minerais du cobalt qui sont aujourd'hui exportés du Rwanda viennent de République démocratique du Congo, avec des multinationales françaises qui sont présentes sur ces territoires-là et qui acceptent aujourd'hui de commercer avec des minerais qui sont tachés de sang et de dizaines de milliers de victimes. Évidemment, comment ne pas passer sous silence le rôle de l'Union européenne dans ce moment-là qui se met là aussi au service des massacres avec une complicité absolument scandaleuse. Évidemment, l'accord d'association entre l'Israël et l'Union européenne, mais toujours sur la question du Congo, en avril 2024, la situation n'était pas nouvelle. L'Union européenne a passé un accord sur l'extraction des minerais avec le Rwanda en avril 2024, alors que la guerre était déjà là, alors que les massacres étaient déjà là, alors que l'Union européenne n'ignorait pas la situation des populations du nord et de l'est du Congo. Mais encore une fois, comme pour la situation en Israël, l'Union européenne a fait le choix de privilégier ses intérêts financiers plutôt que les intérêts des peuples. C'est aussi ce qui doit nous interroger sur ce que nous voulons comme Europe demain. Moi, je ne suis pas un anti-européen convaincu. Je suis profondément convaincu qu'on peut construire une autre Europe différente, mais qu'elle doit reposer sur un système qui est anticapitaliste, qui est antiraciste, qui est au service de l'égalité des droits humains, qui ne répond pas à des logiques financières, et évidemment qui soit une Europe beaucoup plus démocratique qu'aujourd'hui. Un mot aussi sur... Miguel l'a évoqué sur ce qu'on appelle l'illibéralisme, et en tout cas la mutation aujourd'hui des démocraties parlementaires, qui se présentent toujours comme des démocraties parlementaires, mais qui n'ont plus que de démocratie le nom. Moi je suis parlementaire en France, ça fait 3 ans que je n'ai pas pu voter le budget, par exemple. Il n'y a jamais eu de vote sur le budget, puisque le gouvernement français a dégainé ce qu'on appelle l'article 49.3, qui permet de ne pas faire que la représentation nationale vote. Ce gouvernement multiplie les lois liberticides, ça a été évoqué tout à l'heure, la question des gilets jaunes, la question aussi des militantes et des militants palestiniens, la question des responsables syndicaux. Comme en Espagne, nous avons plus de militants, plus de 1000 militants de la CGT qui sont aujourd'hui avec des procédures disciplinaires. Certains ont été arrêtés par la justice
et par les forces antiterroristes ont passé 48 heures en garde à vue, simplement parce qu'ils avaient repris en main l'outil de production dans le cadre de la bataille des retraites. Je fais partie d'un groupe parlementaire dont la présidente Mathilde Panot et Rima Hassan ont été poursuivis pour apologie du terrorisme parce qu'elles manifestaient et elles exigeaient la fin du génocide à Gaza. Nous sommes un certain nombre de parlementaires à être poursuivis, attaqués tous les jours en justice. Donc on voit qu'au service d'un modèle ultra-capitaliste qui s'inscrit dans une dérive fasciste, il y a une utilisation du pouvoir de l'État et des répressions pour faire taire toutes celles et ceux qui portent un autre modèle de société. Évidemment, oui, la France est aujourd'hui prête à basculer. Et je veux terminer en disant deux choses. D'abord, rappeler que l'extrême droite, elle tue. Parce que c'est trop souvent passé sous silence. Et c'est important de le rappeler. Je suis dans un pays où il y a un joueur de rugby argentin, Federico Martin Aramburu, qui a été assassiné en mars 2022. Dans un silence assourdissant de la classe politique en pleine élection présidentielle. Il y a quelques semaines à Paris, une organisation de jeunesse kurde, Young Struggle, a été attaquée au cri de Paris est nazi. Nous avons interrogé le gouvernement français et Bruno Retailleau. Pas un mot de condamnation du ministre de l'Intérieur à la tribune de l'hémicycle. Je le dis d'autant plus facilement que j'ai côtoyé l'ancien ministre Gérald Darmanin dans le cadre de mon mandat parlementaire. Je suis sûr d'une chose. Il y a 2 ou 3 ans, la même agression aurait eu lieu dans les rues de Paris. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin l'aurait condamné. Et aurait dit un mot et aurait dit que ces violences étaient inadmissibles. Le contexte est tel aujourd'hui que le ministre de l'Intérieur français peut se permettre de ne pas condamner l'attaque d'un groupuscule néo-nazi dans les rues de Paris, ce qui est absolument scandaleux. Dire un mot sur ce qui m'a été demandé sur la question de la rétention administrative, qui est issue, et là aussi c'est en lien avec notre thème, c'est-à-dire l'impérialisme et le colonialisme. Si aujourd'hui Israël utilise cette mesure, ce n'est pas une mesure que Israël a mis en place ou a créée, c'est une mesure que Israël a utilisée qui est issue du colonialisme britannique, qui était en cours sous mandat britannique, qui permet, ce qui est absolument hallucinant quand j'ai découvert, d'emprisonner des gens pour une durée de 6 mois, sans preuve, sans avoir accès à un avocat, sans accès à un droit à la défense, sans avoir besoin de communiquer, renouvelable de manière indéfinie dans le temps, jusqu'à ce que l'État d'Israël juge que cette personne ne sera plus susceptible de commettre une attaque contre l'État israélien. Et c'est ce qui est arrivé à notre camarade avocat franco-palestinien, Salah Hamouri, qui a passé plusieurs années dans les prisons israéliennes, qui a organisé des grèves de la faim, des très grosses mobilisations, et qu'on a fini par réussir à faire revenir en France, alors que lui souhaitait rester en Israël, parce qu'il considérait y compris que c'était son territoire et qu'il avait la bataille à mener là-bas pour faire en sorte que les droits des Palestiniens puissent être reconnus, mais l'État israélien a dit on accepte de le libérer, mais on l'exclut et on interdit de revenir sur le territoire. Voilà aujourd'hui la situation des prisonniers politiques. Je pourrais en dire longuement là-dessus, sur la question des tortures, sur la question des privations. Depuis le 7 octobre, y compris la Croix-Rouge ne peut plus rentrer dans les prisons palestiniennes. On n'a pas de nouvelles depuis plusieurs jours de Marwan Barghouti, qui a été passé 2 fois à tabac déjà depuis le 7 octobre. On a appris l'autre jour qu'un jeune mineur était décédé dans les prisons israéliennes. Donc il y a un état là aussi de sidération et de colère qui se fait dans un silence assourdissant de la communauté internationale. Et je vais terminer quand même avec une perspective positive. Comment on fait pour changer les choses? Parce que c'est aussi ça qui nous anime. On dresse tous et toutes un tableau très noir, mais il n'y a pas de fatalité à ce que l'extrême droite et que le fascisme reprenne le pouvoir comme il l'a déjà eu par le passé. Il n'y a pas de fatalité à ce que demain nos pays soient gouvernés par l'extrême droite, que nos lois soient racistes, qu'un certain nombre de citoyens soient discriminés et qu'une majorité continue de s'enrichir, y compris quand d'autres personnes décèdent. Je crois que si on veut gagner, il faut avoir un projet politique de rupture clair. Là aussi anticapitaliste, internationaliste, antiraciste, profondément égalitaire. Et quand on parle de la victoire de Donald Trump, certains ont souvent justifié ou essayé d'excuser cela par le fait que Elon Musk aurait modifié les algorithmes de Twitter et certaines interventions sur les réseaux sociaux. Si aujourd'hui, Kamala Harris n'a pas gagné l'élection américaine, c'est parce qu'elle n'a pas eu un projet politique de gauche. C'est parce qu'elle n'a pas parlé des conditions des travailleurs, c'est pas parce qu'elle n'a pas parlé des salaires, elle n'a pas dit un mot sur les génocides en Palestine, si ce n'est pour continuer à dire qu'il fallait livrer des armes à l'État israélien qui massacrait plus de 50 000 civils palestiniens. Il faut qu'on ait un projet de rupture politique clair et qui soit sans concession. Et je le dis aussi à destination des responsables politiques de mon pays, qui parfois se fourvoient, alors que nous avons réussi à battre l'extrême droite avec un projet politique clair, sur des mesures claires, qui considéraient à dire qu'il fallait ne jamais rien céder à l'extrême droite, mais qu'il fallait ne pas être là pour faire le marchepied de la continuité d'Emmanuel Macron, qui prépare l'arrivée, je l'ai dit, au pouvoir de l'extrême droite. Et aujourd'hui, on a des responsables politiques dans ce pays qui refusent de censurer un gouvernement dont des ministres sont des ministres qui sont les porte-voix de l'extrême droite, et notamment Gérald Darmanin et Bruno Retailleau. Et enfin, dernière arme, la question du boycott. Je tiens à dire un mot ici parce qu'elle est extrêmement importante. C'est une des armes qui, par le passé, a permis aussi
de faire céder le régime d'apartheid en Afrique du Sud. C'est une des armes qui est très crainte par les États, parce que ça fait beaucoup de poids, et dans la bataille, on voit que Carrefour, quand on étudie les chiffres de Carrefour, par exemple, sur le boycott de Carrefour, les chiffres de Carrefour ont baissé à un certain nombre d'endroits. Et je crois qu'il faut amplifier tout cela pour isoler aujourd'hui, pas que l'État israélien. Moi, je mène une bataille en ce moment, par exemple, que la France ne participe pas aux championnats du monde de cyclisme qui vont se tenir au Rwanda, parce que le Rwanda utilise le sport comme levier diplomatique pour se faire une virginité sur le plan international. Il y a un partenariat en France entre le Paris Saint-Germain et le Rwanda qui s'appelle Visit Rwanda, où chaque semaine, sur des millions de téléviseurs du monde entier, s'affiche le nom du Rwanda, comme si c'était aujourd'hui une situation politique normale, et comme si aller au Rwanda en vacances était tout à fait normal, on regarde ce qui est en train de se passer. Donc la question du boycott, elle est centrale, il faut la multiplier, l'accélérer partout où nous pouvons, mais je crois que nous avons les moyens de renverser les choses, parce que la jeunesse, dans nos pays, elle n'est pas dans la situation des années 30, où elle était parfois majoritairement en soutien des mouvements d'extrême droite. Aujourd'hui, quand on regarde électoralement et qu'on analyse les résultats des élections, la jeunesse, elle s'engage sur des causes anticapitalistes, féministes, écologistes. Et Die Linke, qui a fait un sursaut aux dernières élections allemandes, malgré le contexte effroyable et la seconde place de l'AfD, c'est devenu le premier parti des jeunes. Pas parce que les jeunes se sont réveillés, et je termine là-dessus, simplement parce qu'ils ont été convaincus, parce que Die Linke a changé de stratégie et a remis au cœur de son projet politique un projet de rupture anticapitaliste, sans concession sur le génocide à Gaza, de soutien au peuple kurde, de soutien à l'ensemble des peuples qui s'autodéterminent dans le monde. Donc si nous voulons aujourd'hui renverser la situation, qui n'est pas une fatalité, c'est sur un projet politique clair de rupture antiraciste, internationaliste et profondément égalitaire. Merci.